Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alice, une jeune prof d'histoire géo qui a réussi à réaliser son rêve, devenir prof. Vous allez voir, l'épisode il est tourné dans notre ancien setup, mais l'épisode était tellement intéressant qu'il fallait absolument qu'on le sorte. Donc, je suis professeure d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique. D'accord. Donc, 3 matières au collège pour l'instant. C'est pas facile de devenir prof en France. Et Alice va très très bien nous le raconter et nous parler un petit peu de toutes les galères qu'elle a eues pour obtenir le titre et le concours. Mais tu travailles tout le temps, tu penses qu'à ça. Et en fait, t'as la peur de ne pas l'avoir. Dans cet épisode, elle nous parle vraiment de sa passion sur l'éducation, de transmettre le savoir avec des méthodes qui sont plus ou moins conventionnelles. C'est les élèves qui construisent leurs cours. Ok. Parce que, en fait, vu que c'est eux qui l'ont fait, déjà, c'est avec leurs mots. Elle nous ouvrira aussi des portes un peu plus personnelles, notamment sur la création de son premier roman sur une femme peu connue de la Grèce antique qui s'appelle Aspasie. Je me suis lancée dans l'écriture du roman parce que je me dis que c'était le moment. Et donc j'écris un roman historique au 5e siècle avant Jésus-Christ sur Athènes et c'est sur une femme. C'est sur Aspasie, la femme de Périclès. Installez-vous confortablement, écoutez ce petit bout d'histoire ultra intéressante avec Alice qui nous partage sa passion. Salut Alice, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, merci. Alice, merci, je suis super content que tu viennes aujourd'hui dans ce podcast. On est là pour parler. Merci. On est là pour parler de nouveaux rêves et on se connaît depuis un petit moment, toi maintenant. 3 ans, ouais. Et tu m'as toujours parlé de ton rêve qui est devenu réalité il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais dans la vie ? Alors du coup, depuis 1 an, je suis devenue professeure parce que j'ai eu le concours il y a 1 an environ. Donc je suis professeure d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique. D'accord. Donc 3 matières au collège pour l'instant. Ok, et par quelle étape on passe pour devenir prof en France ? Alors tu as plusieurs étapes. Tu peux faire une licence d'histoire, de géo. Tu peux faire une autre licence, je crois, de droit, etc. Je crois que ça dérange pas trop, je crois. Mais en tout cas, il faut un master pour passer le concours. Alors, tu as différents masters. Pour l'histoire, tu as un master recherche, tu as un master MEF. Ça, c'est le master pour préparer le concours, le CAPES. Ok. MEF, donc éducation. Et en tout cas, il faut un bac +5 et il faut passer le concours, il faut l'avoir. Mais parfois, il y en a beaucoup qui l'ont pas. Et du coup, ils deviennent contractuels ou vacataires. Ok. Et, qu'est-ce que c'est la différence ? La différence, déjà, c'est le salaire. Ok. Le salaire, les vacataires, les contractuels ne sont pas payés pendant les vacances. Ils sont pas titulaires. Et ils sont un petit peu comme les intérimaires. En fait, ils sont un peu appelés ah là, il y a quelqu'un qui est malade, viens s'il te plaît, genre 2 jours avant. Ok. Ou même 1 jour avant. Ah là, il y a quelqu'un qui est parti, il faut que tu viennes remplacer pour 2 semaines. Allez, hop, viens. Ok, donc en vrai, pas facile parce que du coup, ils récupèrent des programmes en cours de route, ils ne savent pas ça. où est-ce que les jeunes en sont. Et... Ouais, exactement. Ok. Donc en fait, ils font un travail presque plus difficile que les personnes qui ont un concours, je pense, des fois. Ok. T'es passé par cette étape de vacataire, toi, ou tu étais titulaire ? Alors, oui, j'ai été contractuelle quand j'étais en master 2 MEF, parce qu'en fait, il y avait une nouvelle maquette. Ils proposaient ça aux jeunes, parce qu'en fait, nous, on n'a pas d'alternance quand on veut être prof. Ok. Alors que beaucoup de jeunes, aujourd'hui, on leur propose d'être en alternance, et nous, on n'a pas d'alternance. Donc, on doit payer nos études pendant 5 ans, quoi. Ok. Donc en M2, ils nous proposent d'être professeur alternant contractuel, donc d'avoir 6 heures par semaine de cours avec des enfants, des élèves. Et donc, tu es vraiment leur professeur, quoi. Donc j'ai été contractuelle pendant 1 an. Okay. Et j'étais à la fac à côté, j'étais à l'INSPE à côté, j'étais prof. Voilà. Mais ça m'a aidé. L'alternance m'a aidé à avoir le concours. Parce que c'était plus clair pour moi de savoir ce qu'on attendait de moi. On s'est beaucoup parlé, toi et moi, pendant que tu préparais ton concours. Ouais. T'es passé un peu par toutes les étapes, psychologiquement parlant. Je pense qu'on peut en parler un petit peu. Ouais. Mais c'est un concours qui n'est pas facile à préparer aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je redoutais. C'est la question que je redoutais quand je suis venue ce matin. Je disais, là, je vais être face à mes traumas un petit peu. Donc, je l'ai pas eu du premier coup. Je l'ai pas eu en M1, je l'ai eu en M2. Et donc, la première fois, je l'ai pas eu. Donc, tu te souviens de nos appels Bien sûr, ouais. La dépression, clairement. Hein. La dépression, en fait, tu travailles tout le temps. Moi, personnellement, je travaillais tout le temps de 7h du matin jusqu'à 23h.
t'as que ça en tête, tu mets tout en pause. Bon, moi, à part le cheval quand même, que j'avais gardé. Mais tu travailles tout le temps, tu penses qu'à ça. Et en fait, t'as la peur de pas l'avoir. Bah, si tu l'as pas, t'as 5 ans derrière toi où en fait, tu peux être contractuel, mais c'est vraiment, c'est la misère. C'est un salaire qui fait peur, quoi. Ouais, bien sûr. Et t'es pas payé pendant les vacances, t'es pas sûr aussi d'avoir du travail. T'as pas cette sécurité de l'emploi que t'as en tant que parce qu'il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on te dise ah bah là il y a un absent, etc. Et donc je me suis dit ouais, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai tout fait, et en fait je vais me retrouver avec 5 ans d'études et en fait je vais pas pouvoir vivre comme je le veux. Me payer un appart de plus de 20 mètres carrés, de pouvoir payer mon cheval, de pouvoir m'acheter des habits. Donc, commencer dans la vie avec un statut contractuel, c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Je pense que c'est super dur. Ok. Mais moi c'est super intéressant ce que tu me racontes là. Et moi, ce que j'essaie de chercher, et ce qu'on essaie de chercher un petit peu dans ce podcast, pourquoi t'as voulu être prof? Non, mais vraiment, ça m'intéresse parce que depuis qu'on se connaît, tu m'en as toujours parlé. Quand tu préparais tes concours, je sais que c'était vraiment ton Graal, ton but, c'était de devenir prof. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on veut être prof? Je pense que ça monte crescendo. Déjà, t'es un petit peu en admiration devant tes maîtresses. Ensuite, plein de choses dans la vie. Moi, j'ai eu la chance que mes parents ils m'ont emmenée en Grèce de mes 3 ans jusqu'à mes 15 ans tous les ans. Donc, forcément, t'es confronté à des choses que tu comprends pas. Donc déjà, tu vas voir des temples, tu vas voir des hôtels, tu vas voir l'acropole, donc tu vois des vieux cailloux. Alors tu t'en fiches au début, t'as envie de boire, t'as envie de manger quand t'as 7 ans. Et en fait, au fur et à mesure, tu trouves ça super intéressant. Et après, c'est vers 15 ans surtout qu'il y a eu des choses que j'ai vues et que j'ai pas compris. Par exemple, j'étais sur l'île de Kos en Grèce et sur la plage le matin, moi je venais avec mon bouquin pour lire. Et en fait, je voyais des naufragés, des personnes qui venaient de Turquie avec leur... pas leur brassard, leur... comment on appelle ça, leur gilet de sauvetage. Voilà, leur gilet de sauvetage. Tu voyais des bateaux de fortune échoués sur la plage, où toi, t'allais bronzer dans ton hôtel 5 étoiles. Et donc, je comprenais rien. Enfin, je comprenais pas. Et du coup, je me suis intéressée à la guerre en Syrie, en Libye, etc. pour comprendre pourquoi ces personnes y venaient, pourquoi ils échouaient en Grèce, qu'est-ce qu'ils faisaient pour échouer en Grèce. Donc, au fur et à mesure, je m'intéressais à la géo, à l'histoire. Mais bon... Et après, je suis Lyon aussi. Je pense qu'on a ce côté Lyon. On a envie d'être un peu admiré, d'être dans la lumière, dans le théâtre. J'aime bien expliquer aussi. J'avais beaucoup de copines qui comprenaient pas des choses en licence. Et j'aime bien expliquer. J'aime bien rendre les choses simples, compréhensibles. Donc ouais, ça vient crescendo. Puis après, j'ai fait bac S et j'étais plus très forte en maths en terminale. On m'a déconseillé la science et du coup je me suis dit je vais faire prof d'histoire. Et puis aussi parce que c'est un rythme de vie qui est compatible avec ma passion, le cheval. Voilà, je voulais faire aussi expert comptable comme ma mère, et ma mère elle m'a dit vraiment fais pas ça, t'auras jamais le temps de faire du cheval, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment un destin guidé par ta passion qui est l'équitation et par ta soif ta curiosité, ta soif d'apprendre. C'était écrit sur mon front. Ma mère, elle m'a donné le prénom Aspasie. Donc c'est la femme de Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est mon deuxième prénom. Mon premier prénom c'est Alice, et Alice c'était le nom de sa maîtresse. D'accord. Okay. Donc c'était écrit sur mon front, va devenir prof d'histoire. Vraiment. Pas vraiment parce que je me suis cassé le pied. Donc j'ai 2 mois en retard, mais dans 2 mois, je vais être titulaire, oui. Ok, d'accord, bon, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Oui. Donc là, nous, on est en août, donc septembre, là, tu es en train de préparer ta rentrée. Oui. Qu'est-ce que tu as comme classe à la rentrée? Toutes les classes du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Ça, comment ça se passe? Moi, je suis curieux de savoir comment ça se passe avec les jeunes aujourd'hui. Je suppose que les méthodes d'apprentissage ne sont pas forcément les mêmes que nous on a connu. Oui. Je sais pas si on vous apprend aussi les différentes méthodes d'apprentissage ou si c'est un petit peu sur le tas et toi qui définis ta méthode d'apprentissage par rapport à ton caractère, au caractère de tes élèves en face. Mais quelles sont les méthodes d'apprentissage aujourd'hui avec les jeunes? Et je pense en plus qu'en 6e, c'est pas les mêmes méthodes d'apprentissage qu'en 3e quand tu repars le brevet. Si, toujours. Toi, du coup, tu as changé des choses un petit peu par rapport à ce que nous on a connu ou ce que même toi tu as connu
en méthode d'apprentissage? Alors oui, on les voit un petit peu, on voit beaucoup les sciences... Oh, j'ai perdu le terme. Les sciences... Cognitive? Non. Enfin bref, je me souviens plus. Mais il y a beaucoup d'études sur ça, sur comment on apprend, la mémoire, etc. Et en fait, il y a longtemps, on pensait que les personnes avaient différents types d'apprentissage. Certains, ils retiennent mieux en regardant, en écoutant, etc. Mais en fait, finalement, on s'est rendu compte que non. En fait, tout le monde apprend en voyant et en écrivant, il me semble. C'est ce qui marche le mieux. Et donc, moi, comment je fonctionne, c'est les fiches de révision. Donc, dès la 6e, en fait, tu disais que c'était différent de la 6e à la 3e. En fait, non, c'est pareil. En 6e, on commence les fiches de révision. Donc, les élèves, ils apprennent à retenir l'essentiel, l'important, à ce que ce soit visuel, propre, que ce soit facile d'accès, donc qu'ils puissent l'apprendre rapidement s'ils ont un trou, pour que ça leur donne envie d'apprendre. Et en fait, ça leur permet de reprendre tout l'ensemble du chapitre, de faire sa fiche de révision. Donc là, y a une méthode bien précise. Je leur dis de mettre les mots-clés, les dates clés, etc. Et en fait, je les fais beaucoup travailler par eux-mêmes. Par exemple, je pense que tu te souviens qu'en histoire, le prof écrit au tableau et toi, tu recopies. Oui, exact. Pas qu'en histoire, mais j'ai peur que tu me fasses un quiz d'histoire et je suis vraiment nul. Non, t'inquiète pas. Je connais juste la date du traité de Maastricht, c'est tout. Ah, mais moi, je la connais plus, là. Et moi, je change ça. C'est-à-dire que c'est les élèves qui construisent leurs cours. Parce que, en fait, vu que c'est eux qui l'ont fait, déjà, c'est avec leurs mots. Leur expression, donc et vu que c'est eux qui l'ont fait, en fait ils retiennent beaucoup mieux. Donc par exemple, je travaille avec des documents, etc. Et quand on fait la trace écrite, donc tu vois le grand pavé qu'il faut écrire, en fait je leur demande leur avis. Je leur dis comment on écrit la phrase pour expliquer le génocide des Juifs. Et c'est eux qui font eux-mêmes leurs phrases. Donc déjà ça leur apprend à construire des phrases correctes, à avoir du vocabulaire. Et ensuite, en fait, quand ils font leur fiche de révision, ils se disent « Ah oui, mais c'est nous qui l'avons fait en cours, ce texte. C'est pas elle qui nous l'a collé sur le tableau et on a dû le recopier sans réfléchir. » Parce que les élèves, quand ils recopient, ils ne réfléchissent pas. Ils écrivent. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi, dans mon entreprise, j'essaie de faire à peu près pareil. En ce moment, j'ai fait Nicia qui est en alternance ici, en gestion de projet. Et là, par exemple, on est sur tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, réseaux sociaux, etc. Et plutôt juste de lui dire, bon, écoute, c'est comme ça que ça se passe, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ou en vrai, elle va m'écouter, parce que Fénicia, elle est géniale là-dessus, mais elle va pas forcément retenir. Et la prochaine fois, elle devra aller se mater un tuto. Je lui dis, écoute, là, tu te prends 1 heure, tu te renseignes. Tu vois comment ça marche, ensuite tu m'expliques comment ça marche. Elle peut faire une carte mentale par exemple, ça marche super bien les cartes mentales. Alors moi les cartes mentales, c'est vrai que j'ai essayé, je pense que j'ai pas la rigueur de les faire. Ça dépend les qui, ça marche pas pour tout le monde. Un élève peut préférer un bon pavé, un bon résumé, un autre peut préférer une carte mentale, mais c'est vrai que ce qui marche le mieux c'est les fiches de révision, et les fiches de révision ils vont les traîner de la 6e jusqu'à la fin de leurs études. Et il faut savoir en faire une, parce que si tu fais une fiche de révision où tu écris tout le cours, ça marche pas. Et il y a beaucoup de personnes en études encore supérieures pour le concours que je voyais qui fichaient des bouquins, ils écrivaient tout le bouquin. Alors qu'il faut synthétiser, c'est la clé. Moi, j'avoue personnellement que t'en faisais pas. En fait, moi, c'est ce qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai fait terminale S. J'ai eu un bac avec une bonne note. Et tu voulais faire veto? Je voulais faire veto. Sauf que je ne savais pas réviser. Et du coup, je me suis effondré en classe prépa vétérinaire, en BCPST. Je me suis effondré parce que quand les personnes autour de moi savaient réviser, et c'était pas forcément eux qui avaient eu le meilleur bac S derrière, bien sûr. Avant, mais par contre, eux savaient bosser. C'est des machines, Eux savaient bosser. Et moi, je ne savais pas bosser, et ça a fait que je me suis effondré au moment où j'ai pris... après, mes parents le savent, j'ai commencé aussi à sortir, à avoir des amis, avoir plus d'amis, etc. Donc, t'as tout ça où j'étais pas forcément capable d'arrêter ma vie pour mes études. Tu avais des facilités et tu t'es toujours appuyé dessus. C'est ça. Là, les professeurs, de plus en plus, on essaye vraiment de se former sur apprendre comment apprendre. C'est super important. Je suis assez et moi, j'ai jamais eu de facilité. J'ai toujours dû énormément travailler pour avoir des bonnes notes. C'est hyper rageant. Et j'ai vraiment dû passer des week-ends entiers pour apprendre, comprendre, etc. Vraiment, j'ai pas de facilité. En plus, je suis dyslexique. Et du coup, je savais travailler. Je savais vraiment travailler.
Je vais te poser une question qui a l'air d'être un peu controversée, mais je pense qu'il faut qu'on se la pose. C'est facile d'être prof au collège quand on a 27 ans, t'as? Oula, je vais avoir 24 là, dans Voilà. Alors, 2 jours. oh putain, comment je t'ai vieilli. Oh, de ouf, oh mon dieu. Donc, c'est facile d'être prof au collège quand on est une fille, quand on a 24 ans et quand on a en face Qu'on de est nous blonde. d'être Ce troisième. sexisme. Comment ça se passe? Non, moi j'ai toujours trouvé ça facile. Parce que je pense que tu l'as en toi. Enfin, pas tout le monde l'a en soi, mais moi je pense que honnêtement, sans me vanter, je l'ai en moi. Donc ça s'était toujours très bien passé. Après, je t'avoue, hein, les gouttes de sueur dans le dos, je les connais très bien hein, quand les premières heures. Parce que j'ai peur, mais je le cache très très bien ma peur. Je suis une très grande comédienne. Mais non, ça s'est toujours très très bien passé. Même par rapport aux autres profs, par rapport aux élèves pour te faire respecter. Ça dépend des collèges. J'étais sur 2 établissements. Et mon établissement à Nancy, vraiment mes collègues m'ont pris sous l'oreille, je mangeais avec eux, ils m'ont intégré, ils m'ont jamais pris de haut, ils se sont jamais dit oh elle c'est une petite jeunette, c'est rien. Pas du tout, ils m'ont toujours inclus dans les projets, etc. Mais c'est vrai que dans d'autres établissements, des profs qui ont un petit peu ras-le-bol, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle, on s'en fout. Ok. Puis oui, ils me confondent avec des élèves ou avec. Oui, ils me confondent avec des élèves parfois, donc c'est un Si peu. t'es au collège, c'est que t'aurais quand même pas mal redoublé. Mais... Ouais, ils me confondent avec des élèves, mais bon, non, ça va. Bon, j'ai eu quelques. Ça va, petite mistinguette, mais bon, ça va. Ouais, c'est pas méchant. Non. Ok. Non. Et pour finir encore, parce qu'on a plein d'autres choses à parler que les cours, mais moi j'ai encore une grande question et on essaie d'en parler à chaque fois, de moins ouvrir là-dessus un petit peu sur ce podcast. ChatGPT, ils savent déjà s'en servir en 6e? Non, je pense pas en 6e. Et en 3e? En 3e, je pense, oui. Et du coup, comment tu combats ça? Eh ben, je sais pas. Je pense que ça va. Donc là, l'année dernière, j'avais des 4e. Je ressentais pas qu'ils l'utilisaient. Ok. Parce que ils sont en interro, il n'y a pas de ChatGPT. Mais c'est vrai qu'en fait, en 3e, je pense qu'ils vont l'utiliser pour le développement construit, parce qu'en 3e, au brevet, on commence à travailler un petit peu les mini-dissertes. Ok. Et ChatGPT, il sait très bien faire ça. Alors, ça peut être un outil. Quand ils révisent, quand ils travaillent, ils se posent une question, hop, ils ont un super bon développement construit fait. Et encore, je suis pas sûre qu'il soit très bien, je sais pas. Mais en fait, dans tous les cas, comment je combats ça, c'est qu'en fait je donne pas beaucoup de devoirs et pas beaucoup de choses à faire à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est inégalitaire. Parce que les élèves qui vont avoir des parents derrière eux, qui vont les aider, qui vont avoir un bureau et le silence à la maison, ils vont y arriver. Et les élèves qui ont plein de frères et sœurs, les parents ne sont pas là, ils n'ont pas de bureau pour travailler, ils vont pas réussir. Donc en fait tout se fait en classe. Ok. Voilà. Donc toi, tu prends le choix de donner très peu de travail si ce n'est pas de travail à la maison. Voilà, exact. Okay. Tout se fait en classe pour que ce soit égalitaire. C'est génial. Bah ouais. Si tous les profs avaient pu t'écouter à l'époque, j'aurais pu encore plus faire la fête et encore plus planter mes études. Non, ils regardent quelque chose, ils finissent des questions, etc. Mais vraiment, quand ça devient un gros travail, je préfère que je sois là et c'est moi qui aide tout le monde. Tout le monde a une aide, tout le monde est dans le calme, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler de ton projet? Ouais. Donc tu t'es cassé la cheville en essayant de faire du surf. Ouais. C'est le surf qui a gagné. Ouais. 1 contre 0. Tu prendras ta revanche ou t'as arrêté? Non, je la prends pas ma revanche. C'est bon, il m'a eu. Salut le surf. Du coup, tu t'es lancé dans un nouveau projet. Oui. Et je suis super content qu'on puisse en parler parce qu'on t'en parle pas encore trop pour l'instant. Tu peux nous raconter un petit peu ton projet? Alors moi je suis vraiment une malade du travail, je travaille tout le temps, j'ai tout le temps plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses parce que je suis passionnée et j'avais le projet de faire un roman historique et je me suis cassé le pied, vraiment c'était horrible, donc j'étais allongée pendant 2 mois, donc je me suis lancée dans l'écriture du roman parce que je me dis c'était le moment. Et donc j'écris un roman historique au 5e siècle avant Jésus-Christ sur Athènes et c'est sur une femme, c'est sur Aspasie, la femme de Périclès qui n'est pas l'inventeur de la démocratie mais qui a contribué à son apogée à Athènes. Et donc c'est un roman historique vraiment du point de vue d'une femme
d'une femme on ne sait pas grand-chose d'elle. Ça a pu être une escorte. D'accord. Et c'était aussi une professeure de rhétorique, D'accord. d'éloquence, peut-être, on ne sait pas. Okay. Il y a plein de mystères autour d'elle. Et donc, à l'époque, même encore aujourd'hui, être une femme, c'est compliqué. Donc j'écris son parcours face aux insultes, aux rumeurs, parce que quand on est une femme et qu'on fait parler de soi, c'est mal vu. Okay. Donc ouais, là, je suis à 150 pages peut-être. Ok. Mais c'est dur d'écrire parce que déjà, je sais pas écrire un roman et j'ai pas forcément de personnes qui peuvent me suivre, j'ai pas de formation. Ça coûte très cher les formations. Donc voilà. Le but, c'est de rendre accessible la période de l'Antiquité parce que beaucoup de personnes trouvent ça difficile et comprennent pas trop. Ok. Et puis, c'est très féministe, donc c'est très moi, quoi. Okay. Tu te classifies comme féministe aujourd'hui ? Oui, je veux l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, pas pourquoi. Quelle mauvaise question. Quelle mauvaise idée. Coupe ça, mon Dieu. Non, pas pourquoi. En quoi tu juges encore aujourd'hui que le monde n'est pas assez féministe ? Le monde est trop sexiste. Parce que plus de 90% des femmes sont agressées et victimes de violences sexuelles. D'accord. Voilà, je pense que c'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et à ton échelle, qu'est-ce que tu fais pour combattre ça ? C'est changer les mentalités. Okay. Au collège, dès la 6e, on fait des débats, on se rend compte de l'histoire des femmes, ils se rendent compte que les femmes ont beaucoup bataillé pour pouvoir voter. Quand il y a des petites phrases pour rire, genre la place de la femme c'est à la cuisine, là c'est les 6e, ils me la font tout le temps. Je leur dis je sais que vous voulez que ce soit drôle, mais du coup j'explique vraiment que c'est quand même problématique, etc. Donc vraiment le but c'est de changer les mentalités et essayer aussi de travailler la cour de récréation. Par exemple, éviter la cour de récréation toute bétonnée avec un grand terrain de foot au milieu et que les garçons sur le terrain de foot et les filles sur les coins contre les murs. Voilà, ça c'est un projet que j'ai aussi. D'accord. Mais bon, je pense pas trop, ma chef elle va être contente si je lui demande d'enlever tout le béton de la cour de récréation. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire à de cette cour de récré ? Je pense que pour l'instant, avec les moyens qu'on a, je vais demander d'avoir un référent égalité homme-femme. Les petits 6e, ils aiment beaucoup avoir des rôles à jouer importants, ils sont importants. Leur donner des responsabilités. Ouais, exactement, merci. Okay. Et donc, en fait, tout simplement, s'ils voient dans la cour quelque chose qui se passe mal, ou par exemple des garçons refusent de prendre les filles pour jouer avec eux, ils viennent me le dire en fait tout simplement. Okay. Et peut-être, je réfléchis encore, peut-être instaurer, par exemple il y a 3 récrés en une journée, peut-être la première récré, c'est les garçons qui jouent au foot, la deuxième c'est que les filles, et la troisième c'est les deux ensemble. Okay. Pour qu'il y ait quand même encore des moments où les garçons puissent se rejoindre que entre garçons. Et les filles entre filles. Entre filles, parce qu'ils ont encore besoin de ça. C'est dur de se mettre à côté d'une fille ou d'un garçon en 6e. C'est très très dur. Ils se regardent pas, ils sont. Et donc voilà. Et puis après un moment de mixité. Voilà. Mais on a tous les profs ont un rôle à jouer là-dedans. Dans le sport aussi, c'est très très important de faire attention à ça. Comment tu vois ton métier évoluer dans les prochaines années ? Par rapport à moi ? Ouais, par rapport à toi. Déjà je voudrais aller au lycée parce que le collège ça va 5 minutes. Okay. Et bien évidemment je voudrais être agrégée. Ça veut dire quoi être agrégé ? Agrégé, c'est le grade, l'ultime grade d'un professeur. C'est le stade au-dessus. C'est encore du boulot pour toi, quoi. C'est être vraiment professeur de recherche. Okay. Enfin, tu fais de la recherche. Ok. Voilà, tu fais de la recherche, tu te spécialises, tu peux faire beaucoup plus de cours à la fac, tu peux écrire des livres, tu peux déjà en écrire quand t'as le CAPES, mais voilà, t'es agrégé, quoi. T'es vraiment reconnu comme vraiment... tu es prof, tu sais enseigner, mais tu sais aussi rechercher. Et le salaire aussi. Faut pas le dire trop fort. Okay. Est-ce que tu pourrais me donner, peut-être pour les gens qui nous écoutent, tout le monde n'a pas forcément envie de devenir prof, mais non. Tout le monde a toujours quelque chose à apprendre. Oui. Je pense que c'est ça la base. Donc tu nous parlais tout à l'heure des fiches pour nous aider à réviser.
quels sont les meilleurs conseils que tu peux nous donner, toi du coup qui as bossé de 7h à 23h toute une année pour louper ton CAPES en M1, quels sont les meilleurs conseils que tu peux nous donner pour apprendre de nouvelles choses? Alors quand je l'ai eu en M2, j'ai travaillé différemment qu'en M1. En M1, je faisais vraiment du bourrage de crâne. Ok. Apprendre. Alors c'est beau d'apprendre, donc il y a les fiches de révision, comme je t'ai dit, il faut savoir les faire, il faut savoir synthétiser. Mais là, il faudrait un autre podcast pour que je t'explique ma méthode de révision. Bon, en gros. Mais en gros, ce qui est hyper important pour réussir toutes les sortes de concours, c'est d'avoir la méthode. C'est beau d'apprendre, de tout savoir, mais il faut vraiment être dans les clous, dans ce qu'on te demande de faire. Donc il faut lire s'il y a des rapports de jury, etc. Il faut vraiment lire les rapports de jury, vraiment faire ce qu'on te demande. Même si tu trouves ça bizarre, même si tu trouves ça pas logique, il faut que tu rentres dans toutes les cases, tous les clous qu'on te demande. Donc vraiment, il faut bosser la méthodologie. Voilà. Et penser à sa santé mentale. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour penser à ta santé mentale? Je sais pas, c'est pas moi qui faut demander ça. Hein. Très mauvaise personne pour en parler. Non, avoir une passion, faire du sport, mais après quand t'es vraiment angoissé de la peur de pas avoir ton rêve, là malheureusement. Après il y a des gens, ils l'ont vraiment. J'ai des copines à moi qui ont très bien géré leur concours et qui étaient vraiment pas si tristes que ça, etc. Mais moi, je l'ai mal vécu et je suis très contente qu'aujourd'hui t'en es sortie, quoi. Et félicitations encore une fois. Merci. Merci beaucoup Alice pour ton temps. Merci à toi. Et puis on se revoit bientôt. Oui. Salut, à plus. Salut.